Du coup, pour commencer, je vais donner la parole à Gérard Largier, directeur du Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, merci de votre participation et on a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce premier séminaire EcoVar webinaire transfrontalier en français et en espagnol sur la démarche EcoVar développée depuis longtemps par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à l'échelle des Pyrénées françaises dans un premier temps et que nous étendons progressivement avec nos partenaires espagnols et andorrans dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique et du projet ADAPIR qui est animé par la communauté de travail des Pyrénées dans ce cadre-là. Les questions de restauration écologique sont des questions très, très anciennes. On travaille sur ce sujet-là dans les Pyrénées depuis la fin des années 90, à partir d'une expérience originale dans les Alpes avec le Conservatoire botanique alpin sur des problématiques de revégétalisation et on a développé cette approche-là dans les Pyrénées, au départ principalement sur les questions de revégétalisation avec l'utilisation de semences d'origine locale qu'on a cherché à développer. Et au fil du temps, cette démarche s'est beaucoup appuyée aussi sur des problématiques plus larges de conservation des sols, de restauration des sols, de génie écologique. Et donc, c'est tous ces aspects-là qui vont vous être présentés aujourd'hui. Alors, pourquoi cette présentation dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique? D'une part, dans le contexte du changement climatique, avec un certain nombre d'évolutions qui sont annoncées en matière de précipitations, de température, mais aussi beaucoup d'incertitudes. On est persuadé que les solutions fondées sur la nature, en s'appuyant sur la biodiversité en place, sont des solutions pertinentes, plus pertinentes que d'aller chercher du matériel végétal dans des territoires plus lointains avec des questions d'adaptation qui se posent alors que nous avons une flore qui a déjà un certain nombre d'adaptations, une capacité à supporter un certain nombre d'évolutions et on souhaite valoriser ces aspects-là. Et puis par ailleurs, le maintien des sols en état ou la restauration des sols, c'est des aspects très importants en matière d'atténuation des effets du changement climatique, d'où l'importance de le resituer dans le cadre de ce programme Observatoire pyrénéen du changement climatique. Cette démarche, au fil du temps, elle a associé de nombreux acteurs avec les gestionnaires d'espace. On en accueille aujourd'hui et ce sera intéressant d'avoir leur retour d'expérience. Et petit à petit, c'est tout un tissu professionnel de structures spécialisées qui se met en place et qui vont collaborer à l'ensemble de la démarche. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à Eva Garcia Balaguer pour la communauté de travail des Pyrénées, animatrice de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Merci encore à vous tous. Bonjour, tu disais, j'avais coupé mon micro, désolée. Je sais pas, vous préférez l'intervention en français ou en espagnol? Je sais pas comme c'est la majorité du public. Tu peux choisir la langue que tu préfères. Bon, c'est à cause que je crois qu'il y a des problèmes avec la traduction, non? En tout cas. Bon, je commence, je vais faire comme je peux. Merci de m'inviter et surtout, je suis là dans le cadre d'un grand projet qu'on est en train de bâtir, qui est presque à la fin, c'est ADAPIR au PCC. C'est un projet de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, mais c'est un projet de 12 entités de partout du territoire pyrénéen qui font un travail très important où l'orientation principale, c'est consolider ou continuer le renforcement des observations sur les changements climatiques dans les écosystèmes des Pyrénées, mais surtout promouvoir la capitalisation. Et voilà que votre programme, votre démarche EcoVar, c'est vraiment très intéressant pour le reste du territoire. Et d'un côté, parce que c'est la ressource sol
Elle n'a pas tout à fait traité dans l'observatoire. On a pris pendant ces années, c'est vrai qu'on a commencé à travailler surtout sur des données climat, on fait attention sur l'eau, sur l'air, peut-être quand on parle de changement climatique, mais on oublie toujours le sol. Et voilà que c'est vraiment une ressource base très importante et qu'avec vous, avec cette expérience que vous avez et les déroulements qui doivent venir après, doit nous aider vraiment à rendre les territoires pyrénéens plus résilients, plus adaptés à les nouvelles conditions de changement climatique et changement global. Voilà, pour ça, je vous remercie beaucoup à tous de votre collaboration dans ce programme et j'espère que ça va être très, très intéressant l'avenir avec tous ces domaines des solutions basées dans la nature. Nous, on a déjà aussi à l'Observatoire d'autres projets qui travaillent surtout les risques naturels et changement climatique et chercher des solutions avec les solutions basées sur la nature. Alors, c'est un chemin vraiment important. Et d'autre part, vous dire qu'on a cette semaine, on a abouti finalement à l'approbation de la stratégie pyrénéenne de changement climatique, EPIC, on l'appelle. C'est un travail en collaboration avec une méthodologie d'éco-design très, très ouverte qui nous a pris presque une année et demie où tous les partenaires de ADAPIR ils ont participé dans la première ligne. Aussi, les territoires, les représentants des territoires, de ces territoires qui font, qui donnent la cohérence à ces territoires pyrénéens. Mais aussi d'autres entités qui travaillent sur des initiatives différentes dans le Pyrénées. On a abouti, comme je disais, à vraiment un document stratégique pour l'avenir 2030-2050, mais avec une orientation très, très orientée à l'application. C'est-à-dire que nous, même si on a travaillé sur cette stratégie, maintenant, on est déjà en plan à la fin de créer un plan opératif jusqu'à 2030 et aussi à bâtir un nouveau projet, un projet live intégral, un live différent, un live qui doit nous accompagner pendant 8 ans avec des fonds beaucoup plus importants et qu'en tout cas, il doit être orienté à cette capitalisation, mais aussi à faire des interventions pilotes qui montrent vraiment les acquis qu'on peut arriver avec l'application de toutes ces nouvelles techniques et appliquer tous votre expérience et connaissances. Alors, je finis là, je ne me prolonge pas, j'espère que j'arrive à me faire comprendre et finalement vous animer vraiment au travail en collaboration, en coopération. On est là dans l'observatoire et comme vous voyez, c'est la ligne à suivre pour l'avenir jusqu'à 2030-2050. Merci à tous. Merci beaucoup, Eva. C'était très, très bien, moins pour les francophones. On est toujours en train d'essayer de résoudre le sujet de l'interprétation. Donc, on va poursuivre en français pour l'instant. Toutes mes excuses pour les hispanophones. Alors, du coup, moi, je vais faire, par le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, je vais faire une première partie un peu introductive. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur l'écologie montagnarde
quelques éléments de base qui vont nous amener à comprendre certains choix techniques et un peu le contexte de cette restauration, de cette revégétalisation en altitude. Bon, tout d'abord, bien entendu, on a des conditions qui sont relativement extrêmes et qui sont d'une certaine façon limitantes pour la vie végétale en altitude, à commencer par les températures naturellement basses, donc un effet sur la croissance et sur la période de végétation des plantes, notamment dans les domaines skiables où la présence de la neige de culture va augmenter un petit peu cet effet et donc diminuer la période de végétation de quelques semaines de plus par an. Idem pour l'activité biologique du sol. Et quand il n'y a pas la protection du manteau neigeux, on a des amplitudes thermiques qui sont très élevées. Donc surtout aux intersaisons, mais même en plein été, on peut avoir des amplitudes thermiques jusqu'à 30 degrés au sein d'une même journée. On a des... Hop. Il y a quelqu'un qui lève la main. Est-ce que vous pouvez vous exprimer par le chat, s'il vous plaît, Carmen? Si vous me comprenez. Donc un climat contrasté, des conditions extrêmes en termes de vent, de précipitations, bien, la neige, des radiations solaires qui peuvent beaucoup varier en fonction de la pente et de l'exposition. Et dans la continuité, on a aussi donc des micro-habitats ou des milieux qui sont relativement très hétérogènes. Donc des petites poches d'habitats différenciées. On a une ressource en eau qui peut être limitée. Et donc ça, c'est aussi lié aux propriétés physiques du sol. Donc souvent, un sol peu épais qui limite l'espace pour le développement racinaire et qui limite aussi la réserve utile du sol. Donc on a des... Voilà. Et des ressources en graines, en champignons et en bactéries qui sont aussi d'une certaine façon limitées de par la topographie et la situation d'altitude. Donc tout ça, ça crée des conditions qui font que ce sont des milieux fragiles, qui mettent du temps à s'implanter, à se développer, et qui sont difficiles à être restaurés. Bon, après, c'est un contexte à savoir, on peut très bien travailler avec. C'est des écosystèmes qui, naturellement, sont composés d'espèces aux traits tout à fait adaptés à ces conditions. Donc, c'est des conditions qui sont peut-être extrêmes pour d'autres végétaux, mais pas pour ceux d'altitude. Souvent, ils ont une taille réduite. Ils ont des besoins nutritionnels limités. Ils ont un système racinaire qui supporte bien les phénomènes de gel-dégel, pratiquement tout du long de leur processus de développement. Donc, à part quelques stades au niveau de la jeune plantule, autant les graines que les individus bien développés supportent ces phénomènes d'amplitude thermique et de gel-dégel. On a une assez vaste gamme d'espèces graminées qui sont fixatrices de sol et qui ont un système racinaire très puissant, très développé. Donc, comme on peut voir là sur les photos avec du pâturin alpin, par exemple. On a des plantes qui vont coloniser et couvrir des éboulis. Elles ont souvent ce développement en coussin, en touffe très dense, qui permet d'une part de créer des micro-conditions plus favorables. Donc, au cœur de ce coussin, on va avoir un effet tampon des amplitudes thermiques, de l'irradiation solaire, on va avoir de l'accumulation de matière organique. Et on a aussi cette formation végétale qui va permettre de stabiliser dans certains cas de figure des éboulis ou de protéger contre l'érosion. Donc on a vraiment des végétaux qui sont architectes de leur milieu et qui sont déjà en place. On a aussi, donc, bien entendu, une large diversité d'espèces et des complémentarités
de rôles fonctionnels entre ces espèces. Donc, on a des espèces qui ont des types de développement racinaire variés et qui se compensent, on va dire, qui sont complémentaires pour le sol. Donc, avec des racines plutôt pivotantes qui vont s'ancrer en profondeur, d'autres racines qui vont avoir un chevelu très dense pour tenir les fines en surface. On va avoir des espèces qui vont jouer davantage sur la fertilité du sol, donc qui vont permettre le cycle de certains macronutriments, donc notamment l'azote pour les légumineuses, mais pas uniquement. Et on a aussi des espèces qui ont des rôles pionniers. Donc là, j'ai pris en photo un exemple du chardon-fausse carline, Cardus carlinoides, dont on voit qu'il a des graines qui sont propagées par le vent, donc elle va facilement coloniser des milieux qui sont perturbés, plus en hauteur ou même distants des pieds mers. Et une fois que la plante se développe, elle a un système racinaire pivotant qui va bien l'ancrer dans le substrat. Excusez-moi, je viens de voir que Marine a réussi à se connecter. Oui, elle est déjà interprète, donc ça suffit qu'elle parle, elle est déjà dedans. D'accord. Excusez. Donc, je ne me soucie pas de... Enfin, ça fonctionne l'interprétation? ¿Puede confirmar alguien que funciona? Oui, ça marche. Vale, perfecto, gracias. Quito el video y aquí estoy. ¿Se me Oui, Marine, ça marche parfaitement. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour ce désagrément. Et donc, du coup, en continuant un peu sur la fonction de cette espèce, elle a un développement en rosette dans une première phase du cycle qui permet de protéger notamment des impacts de pluie, de l'érosion. Et donc, on voit nettement là sur les deux photos en bas à gauche cet effet parapluie, cet effet nurse, on va dire, et c'est ce qu'on appelle un rôle pionnier. Donc, c'est une première espèce qui va permettre le développement d'autres espèces ensuite. Donc voilà, on a parlé des conditions en général. On a des espèces locales qui sont tout à fait adaptées à ces conditions. Et après, comme le soulignait Eva, le sol en soi, c'est vraiment un objet à part entière et c'est vraiment lui qui va être déterminant pour la restauration de ces milieux. Donc en altitude, on a très souvent un horizon humifère, un horizon organique qui peut être très réduit. Des horizons plus profonds qui, suivant les bassins, suivant les orientations, peuvent être complètement absents. Donc on peut avoir une dalle rocheuse juste au-dessous. Des fois, on a du sol plus profond. Et ce sol, vu la période de végétation très limitée, cet horizon organique, il est issu d'un très lent processus de création. Donc en fait, le sol qu'on perd, il est très très précieux. Il est bien plus précieux que dans d'autres milieux. On voit sur la photo de droite, par exemple, les premières colonisations d'espèces pionnières sur une dalle rocheuse et qui, au long de nombreuses années, par les divers phénomènes érosifs, va commencer à accumuler de la matière organique et créer un début d'horizon organique. Et donc ça, c'est vraiment voilà, la partie précieuse qu'il va falloir, qui va devoir attirer toute notre attention dans le processus de restauration. Je vais essayer de passer par 3 types de milieux. Alors bien entendu, sur notre massif pyrénéen, on a plein d'autres contextes, mais si j'en présente 3 pour faire assez global, on a des milieux qui peuvent être des fois schisteux, donc sur un substrat géologique composé de schiste, on a ces milieux qui sont très sensibles à l'érosion, au phénomène de gel-dégel qui va segmenter en plaquettes la roche et les parties minérales. Et donc, on a un milieu qui est très peu stable en l'absence de végétation dense.
suivant le type de perturbation du milieu, on a aussi sur ces milieux schisteux le phénomène qu'on observe ici à gauche, donc qu'on peut appeler de micro-pavement, c'est-à-dire que la végétalisation a lieu, mais en fait, les schistes décomposés finissent par couvrir le reste du sol et on a un phénomène de végétalisation, de progression de la couverture végétale qui se stoppe et qui a du mal à avancer qui reste bloqué à ce stade. On a des milieux qui sont aussi sur d'autres massifs plutôt calcaires, avec des pH alcalins, un niveau de fertilité naturellement bas, et donc un développement lent de la flore adaptée à ces milieux. Et donc dans ces cas de figure, c'est lorsqu'on perturbe les milieux, c'est plus complexe de réinitier une dynamique biologique dans le sol et par rapport aux forces érosives. Et d'autres milieux plutôt granitiques, où les granites peuvent se dégrader en arènes granitiques. Et donc on a aussi problème de fertilité. En soi, ce n'est pas un problème de fertilité pour les habitats naturels, mais une fois que le milieu est perturbé dans notre processus de restauration, on peut avoir des difficultés vis-à-vis de la fertilité. Et ce sont des sols qui sont sensibles à l'érosion. Donc voilà, c'est trois profils, on va dire, trois types de sols très différents avec lesquels il faut savoir composer des solutions. Et voilà, il n'y a pas de recette forcément à large amplitude. Le dernier point sur cette écologie des milieux d'altitude que je voulais aborder, c'était comprendre et appréhender l'érosion sous ses diverses formes et au fil des saisons. Donc, en partie, elle est liée au phénomène de gel et dégel, donc surtout sur les périodes intermédiaires, de retrait-gonflement. Donc, en fait, l'eau qui augmente de volume et qui augmente et diminue de volume dans ces phénomènes va amener à de l'érosion, de l'altération de la roche-mère. Et bien entendu, tout ce qui est circulation de l'eau en surface va générer de l'érosion. Ça dépend bien entendu du type de sol, de la pente, de la configuration dans le massif, donc de ce qu'il y a en amont, et de la géologie. Et donc après le lent processus de recolonisation de certains milieux par la végétation, elle va contribuer à tamponner ces phénomènes-là. Donc là où la végétation perdure, on a une couverture de manteau neigeux qui va rester plus longtemps et qui va jouer son rôle isolant et donc qui va diminuer l'ensemble de ces phénomènes. Donc c'est une façon de plus d'observer que la végétation, elle va contribuer à la création de conditions favorables pour elle-même et pour la suite de la succession écologique. Aux saisons intermédiaires, et donc surtout à la fonte des neiges et aux orages de fin d'été, d'automne avant l'enneigement, on a du ruissellement de surface qui peut avoir lieu. Il peut être très intense suivant si les milieux ont été récemment perturbés, récemment revégétalisés. Et ces ruissellements de surface, quand ils créent des ravines, comme sur les photos que vous voyez à l'écran, il va concentrer le débit de surface et il va augmenter la force érosive dans les ravines. Et donc, on a des phénomènes dont Benjamin, le prochain intervenant, parlera mieux, décrira mieux, mais on a des phénomènes qui peuvent s'accentuer jusqu'à ce qu'une solution soit mise en œuvre. Et c'est pas toujours que la végétation peut spontanément y répondre. Et en plein été, donc la sécheresse et les pluies intenses peuvent générer aussi des amplitudes thermiques très importantes et des formes d'érosion régressive ou en casquette, on appelle ça des fois. Et donc c'est souvent dans les ruptures de pente de talus
une érosion qui remonte les talus et qui fait, les photos sont assez explicites, qui fait tomber la végétation en place. Donc là, ce n'est pas par ruissellement de surface, c'est plutôt par retrait-gonflement et ce phénomène de gonflement par l'infiltration d'eau et la sécheresse qui va déstabiliser l'horizon sous cette végétation. Les aménagements vont impacter ces milieux de plusieurs façons. Donc souvent, c'est un impact, une destruction assez ponctuelle. Le temps du terrassement, le temps de l'entrepôt de matériaux lors du chantier. Mais cette destruction, elle peut amener plusieurs... elle peut être ponctuellement sans toucher à la ressource en sol, mais elle peut assez souvent détruire et déstructurer le sol plus en profondeur. Et donc, du coup, elle va en partie mettre en surface des particules fines, détruire la macroporosité du sol et donc, du coup, influencer sur les conditions de la vie, de la biologie du sol, sur les conditions d'infiltration de l'eau de surface. Donc, la macroporosité détruite, l'eau ne va pas s'infiltrer, elle va ruisseler en surface. Et suivant comment est conduit le chantier, le réagencement des horizons et des différentes granulométries va aussi contribuer à une perturbation plus en profondeur du sol. J'aime bien en général rappeler ces trois éléments. Le sol fonctionnel qu'on va observer, c'est d'une part la composition physico-chimique, donc la granulométrie et la nature chimique du sol, des différents horizons, la composition biologique, donc la matière organique, les graines, les fragments végétaux et puis l'ensemble de du biote. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la structure et l'organisation de tous ces éléments entre eux. Et ces trois compartiments, on va dire, si on peut les compartimenter, ils n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des opérations de terrassement. La structure et l'organisation de ces éléments, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Pratiquement dès n'importe quelle intervention, on va modifier la structure et l'organisation du sol. La photo qui est en bas à gauche, par exemple, c'est un sol il y a eu une intervention très ponctuelle, mais qui a été complètement déstructurée. Donc on voit les touffes de JSP qui reprennent, mais par contre, l'organisation et donc l'oxygénation, le ruissellement, le fonctionnement hydrique du sol, il repart pratiquement à zéro. Et donc, ça c'est l'ensemble des êtres vivants de cet écosystème qui vont travailler pour nous, mais c'est un long processus qui reprend. Cet élément de déstructuration, on peut l'observer aussi dans un effet indirect qui est par exemple la battance. Donc, ces deux photos de très proches, c'est une zone qui est complètement plane, qui est même pratiquement en cuvette sur le secteur de Gourette. Et donc, en fait, on n'a pas de perte de particules fines. Donc, le bilan de la partie minérale n'a pas changé. La partie biologique, ça a été réensemencé, mais on a un milieu qui a du mal à repartir dans une dynamique vivante parce qu'il a été complètement déstructuré. Et donc, les impacts de la pluie créent le phénomène qu'on appelle le phénomène de battance. En général, les aménagements vont amplifier les phénomènes d'érosion. Donc, j'en ai déjà un peu parlé avant. Voilà plusieurs exemples, dont la photo en haut à gauche de l'érosion qui peut être pas superficielle, mais juste sous la surface du sol, à quelques dizaines de centimètres, suivant la granulométrie en fait, qui a été respectée lors du remblai. Il y a évidemment l'impact paysager et l'intégration des milieux aménagés dans la fonctionnalité écologique de l'ensemble des milieux adjacents. Et donc, de ce point de vue, c'est intéressant de se dire que la végétalisation n'est pas toujours l'objectif. Donc, ce n'est pas toujours l'objectif en soi,
Il y a des milieux qui, naturellement, ne sont pas végétalisés, qui remplissent leur fonction à leur endroit sans être végétalisés. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir prendre du recul dessus et de se poser la question de l'écosystème que l'on souhaite restaurer. De même, l'état initial avant travaux n'est pas toujours l'objectif à poursuivre. Alors des fois, par rapport à une simple possibilité technique, mais bon, pour plusieurs aspects, ce n'est pas toujours la reconstitution de ce qu'il y avait avant qui va être notre objectif. Là, voilà, juste donc, un chantier sur le domaine du Grand Tourmalet, où il y a une combinaison de plusieurs techniques qui permet une intégration paysagère 2 ans et demi après chantier, qui est relativement, qui est quand même très satisfaisante, avec notamment du plaquage, des plaquages-replaquages, des semis à partir de semences locales et du commerce. Donc voilà l'ensemble de ce qui a été retouché en 2018. Et d'une façon un peu plus globale, alors ce n'est pas toujours simple de prendre en compte ça dans les aménagements, c'est de resituer la fonctionnalité de ces milieux au sens large, donc en tant qu'habitat pour la faune et la flore sauvage, de bien entendu la régulation hydrique dans les bassins versants, donc la quantité et la qualité des eaux qui arrivent dans l'ensemble du bassin versant, limiter les phénomènes de crue par exemple, toutes les interactions avec le pastoralisme et le tourisme, entre autres. Donc c'est d'autres fonctionnalités qui sont indirectement à prendre en compte dans la restauration. Et avant de passer la parole à Benjamin, je voulais juste vous présenter un peu comment on travaille pour la démarche de restauration écologique. Donc, l'idée, la première étape, c'est d'identifier la dégradation, soit constatée lors d'un accident naturel, soit prévue lors d'un projet d'aménagement. Donc, on peut anticiper la dégradation. Ensuite, la seconde étape, c'est évaluer le contexte écologique du site, donc les alentours, les milieux qui sont connectés avec ce contexte. Assez souvent, ça peut nous amener à réincorporer d'autres acteurs impliqués. Donc, par exemple, le fait de mobiliser un groupement pastoral dès l'amont d'un projet ou, je ne sais pas, un autre partenaire touristique ou d'autres usagers de la montagne. Ensuite, l'idée, c'est de faire un état initial du milieu. Alors, c'est assez complexe parce qu'il faut souvent l'imaginer quand c'est un projet que l'on prévoit. Donc, imaginez quel sera l'état du milieu. On n'a pas toujours un sondage en profondeur qui nous dira exactement de quoi sera fait ce milieu, mais les profils de pente sont déjà établis. C'est à cette étape qu'on fait, à partir d'un même site, qu'on le sépare en plusieurs secteurs. Donc, des secteurs plus pentus, par exemple, des secteurs de pistes qui vont avoir de la neige de culture plus longtemps, des secteurs qui vont être des cheminements de véhicules ou de touristes. On va séparer les différents secteurs et regrouper ceux qui ont des conditions similaires. Ensuite, pour chacun de ces secteurs et en fonction du contexte écologique, on va définir un écosystème de référence ou du moins une cible vers quel écosystème on aimerait restaurer nos milieux. Et à partir de là, on va pouvoir se dire quelle est la trajectoire d'habitat. Comment on va faire pour partir de cet état initial pour arriver vers cet état final. Une fois qu'on visualise cette trajectoire, l'idée, c'est quand même de se fixer quelques objectifs opérationnels, quelques jalons, pour pouvoir garantir, pour pouvoir contrôler qu'on est sur cette bonne trajectoire. Une fois qu'on a cette trajectoire plus ou moins en tête, en termes de processus de sol et de développement végétal, on peut proposer des traitements, des interventions, commencer à définir des cahiers des charges. Et une fois que tout ça est fait, on le passe au crible des aspects logistiques.
Donc, en termes de calendrier, est-ce que c'est faisable? En termes de moyens humains, moyens financiers, d'autorisation légale, est-ce qu'on a des prestataires et des fournisseurs qui sont disponibles et qui peuvent nous permettre de réaliser ces éléments? Bon, je vais passer vite là-dessus. Juste la trajectoire que j'ai dessinée ici en ligne droite, en fait, elle est très souvent, comme en balistique, il y a souvent des états transitoires intermédiaires. Et donc, du coup, si la pérennité et l'intégration paysagère fonctionnelle de l'écosystème cible, ça dépend de la conception, des semences locales et des espèces adaptées dont j'ai parlé au début, de la préservation de la ressource en sol. Le chemin qui va permettre d'y accéder et les techniques, ça va souvent dépendre des états transitoires qu'on va choisir à l'heure de définir les cahiers des charges. Donc voilà quelques exemples d'états transitoires. Quand on utilise un filet de jute, par exemple, ou de fibres végétales, quel qu'il soit, ou qu'on utilise du foin, bien entendu, le filet de jute, il n'est pas amené à rester sur le long terme, ni le foin, ni par exemple en bas à droite, des espèces qui vont avoir un rôle d'espèces pionnières, des espèces nurses, mais elles sont le rôle indispensable pour préserver la ressource en sol le temps que l'écosystème cible se développe. Et après, donc ça c'est un peu hors cadre, mais c'était juste pour ne pas rester que sur des aspects techniques. Le succès de la restauration écologique, elle dépend très souvent de ces aspects-là, et donc du coup, de la possibilité technique de mise en œuvre, des savoir-faire disponibles, des stocks, donc des stocks de semences, de la capacité à récolter ou à produire des stocks pour telle et telle demande, et du processus de mise en concurrence, d'analyse des offres pour les aménageurs qui sont soumis à la commande publique, et sur comment faire pour intégrer cette étape-là de restauration qui est souvent un détail par rapport à la taille des projets d'aménagement. Donc voilà, ça, la définition des caractéristiques techniques de l'intervention, jusqu'où on va dans les détails et jusqu'où on laisse une marge de manœuvre aux prestataires sur le chantier. Comment se fait la sélection des prestataires, l'allotissement des différentes opérations du chantier, à qui on confie, comment on gère la coordination des acteurs. Est-ce que c'est possible d'impliquer les acteurs de la restauration dès le tout début du chantier? Et bien entendu, la réalité et la complexité des chantiers, la gestion des aléas climatiques, des aléas liés au calendrier. Tout ça, ce sont d'autres défis qui sont complètement inhérents et déterminants par rapport au succès des opérations de restauration écologique. Voilà, merci de votre attention. Je vais passer, je diffuserai ensuite plusieurs ressources que le Conservatoire a publiées. Et je vais passer la parole à Benjamin Comac pour son intervention. Bonjour à tous. Alors, je suis Benjamin Comac du Centre de recherche et d'investigation à Andorre, d'innovation. Je vais vous présenter des travaux qui ont été faits sur le bassin de la rivière Claro en Andorre. Problématique, et il y a une problématique d'approvisionnement en eau potable. Alors, ces travaux, nous, on a participé, vous le verrez après, il y a plusieurs parties. Il y a eu en gros, on va dire, 5-6 parties de restauration une fois qu'il y a eu le problème. Moi, j'ai participé avec Meritxell Roquette du ministère de l'Environnement. Nous avons participé seulement sur la partie de revégétalisation. Et Jordi Deu et David Domingo, en fait, eux, ils travaillent ici dans une entreprise d'ingénieurs et de consultants, et c'est eux qui ont
participé ou qui ont chapeauté, on va dire, tous les travaux et la mise en place et le suivi des travaux. Alors, je vais vous présenter ce que je vais vous présenter, ça va être, je vais d'abord vous décrire le phénomène orageux qui a donné lieu au problème, les conséquences que ça a eu sur la rivière Claro, et après tous les travaux de restauration environnementale qui ont été mis en place avec des barrages de rétention de particules fines, la compactation et régularisation des terrains sur le haut du bassin versant, des micro-barrages de branches, les restaurations des berges du ruisseau, l'appiatignement et la fertilisation avec un troupeau de brebis, la formation de rigoles pour contrôler l'érosion. Et après, la partie que je développerai plus, c'est la dernière, c'est revégétalisation et test à blanc. Voilà, alors tout ça vient en fait, ce problème, ça a été en 2015, il y a eu le 21 juillet, il y a eu des très très fortes précipitations. Là, vous pouvez voir la carte de précipitation du phénomène orageux sur Andorre, fait que c'est la partie en bas, tout en bas au sud de l'Andorre, où on voit très bien que les précipitations, les millimètres tombés sont assez élevés, entre 68 et 71 mm sur l'épisode qui a duré entre 1h30 et 2 heures, et 96 mm d'eau au total. Et là, on voit la zone un peu plus en détail. Pour vous dire, voilà, il y a des pentes schisteuses très pentues, sans végétation, en fait, qui ont été très fortement érodées et qui ont fait des laves torrentielles qui se sont déposées un peu plus bas. Sur cette carte-là, on le voit un petit peu mieux, fait que l'eau, c'est surtout l'eau de la zone A qui a ruisselé sur la zone B, toute la zone B, en fait, et il y avait déjà des petites ravines, mais qui ont vraiment accentué les ravines, et ça a fait des énormes laves torrentielles qui se sont déposées sur la zone C. Quand nous, on y est allé quelques jours après, les ravines, elles étaient profondes, on y aurait mis une voiture dedans facilement. Le terrain serait facilement rentré dans les ravines tellement elles étaient profondes. C'était assez impressionnant. Et tout ça, en fait, ça a fait augmenter la turbidité de la rivière qui est en dessous, la rivière Claro. Et le problème vient, c'est qu'en fait, ça, c'est très haut en montagne, c'est à 2300 mètres d'altitude. Mais quand on suit le cours de la rivière Claro, on le voit ici, un peu plus bas, il y a une captation d'eau pour le village ou la ville d'Escaldes, en Gordagne, en Andorre. Fait que cette ville, il y a à peu près 15 000 habitants et il y a beaucoup d'hôtels. Fait que la turbidité est arrivée quelques heures après à la station d'eau. Ils ont dû fermer les portes. Ils avaient un petit bassin, une petite réserve d'eau, mais très vite, ils ont été en manque d'eau pendant plusieurs jours, d'eau potable. Et après, dès qu'il y avait des petites pluies les jours suivants ou dans les jours suivants, il y avait très vite de la turbidité dans l'eau, fait que c'était un problème à résoudre. Et d'où la mise en place de tous les travaux de restauration. Alors, la zone où ça a eu lieu, c'est la zone qu'on voit là au sud du pays. C'est une zone de patrimoine de l'UNESCO. C'est la vallée du Madrio Perafita Claro. Fait qu'il faut que les interventions anthropiques soient minimes et le plus, on va dire, écologiques et en respect avec l'environnement. Fait qu'on a mis en place des actions, défini et mis en place des actions de bioingénierie pour la restauration. C'est Jordi Deo qui a piloté tout ça et qui a fait vraiment un travail assez exceptionnel, assez pionnier aussi, on peut le dire. Fait que voilà, là, moi j'ai travaillé avec surtout à la partie 7, revégétalisation, et Jordi et David ont mis en place toutes les autres parties, fait qu'il y avait un barrage de rétention de particules fines. Ça a été une des premières choses qui a été mise en place, c'était pour essayer de retenir, de solutionner le problème en un temps record. Après, il y a eu là où l'érosion s'est produite, que sont formées les ravines, c'était compacter et régulariser un peu les terrains et mettre en place des micro-barrages sur les ravines les plus importantes. Dans la partie amont, il y a eu
la restauration des berges de la rivière. Et après, sur la partie plus où se sont déposées les laves torrentielles, c'était un sol très pauvre, c'était des petits cailloux de schiste, fait qu'il y avait, et d'argile, il n'y avait vraiment rien. Fait qu'il a fallu fertiliser le terrain, piétiner pour le compacter aussi, avant de pouvoir faire une revégétalisation qui ait plus de succès. Et aussi après des rigoles pour essayer de contrôler l'érosion dans cette zone-là où on allait mettre en place la revégétalisation. Voilà, fait que je vais vous présenter les actions une par une avec les objectifs et les résultats. Voilà, ça c'est l'action d'urgence. Le premier, ça a été de mettre en place un barrage pour essayer de retenir les limons et les argiles fines. Fait qu'au début, le barrage était à quelques mètres des sédiments. Les sédiments s'étaient déposés un peu plus haut. Très vite, en fait, les sédiments sont arrivés, ont colmaté le barrage et la rivière passait par-dessus ou par le côté. Et en fait, le barrage était fait de paille et d'une toile spéciale. On pensait que ça aurait filtré l'eau, mais en fait, l'eau évitait le barrage et passait par-dessus, fait que la structure a fonctionné comme un barrage et pas comme un filtre. Voilà. Après, il y a eu la deuxième partie, c'était la compactation et régularisation des terrains, fait que ça, c'est sur la partie haute. Ça s'est fait grâce à des brebis, grâce à des moutons. Fait que là, le rôle du berger aussi du coin a été très, très important. Il a été très, très à l'écoute et a beaucoup, on peut lui tirer notre chapeau parce qu'en fait, là, pendant que ces animaux passaient pour essayer de régulariser le terrain et rendre les bords moins abrupts des ravines, il y avait un risque de perdre des animaux qui se fassent mal, qui stressent et qui ne mangent pas. Fait que c'était vraiment, pour lui, il n'y avait pas beaucoup à gagner, beaucoup à perdre. Fait que ça a quand même permis d'accélérer le travail de la consolidation naturelle des ravines, en fait, qui sont très abruptes et qui sont devenues beaucoup plus rondes, on va dire, les bords. Après, il y a eu la mise en place dans les ravines. Là, vous voyez, on voit la taille des ravines, c'est assez impressionnant. Ça, c'est une des photos qu'a fait Jordi. On voit la taille des ravines. Fait que c'était mettre en place des micro-barrages de branches. Fait que c'était du bois qui a été coupé plus bas dans la vallée pour nettoyer le chemin, qui a été rapporté en hélicoptère, mis dans des bagues et rapporté en hélicoptère. Et le personnel de la mairie a fait ça. Fait que c'était pour limiter l'érosion de la plus grosse ravine. Fait que c'était faire des barrages successifs, avec des grands pieux plantés dans le sol. Et au fur et à mesure, ils se remplissaient. L'eau continue à passer par-dessus. On le voit là exactement complètement à droite sur les 3 photos, le travail successif de chacune des barrages pour retenir les laves torrentielles, fait que ça a très bien fonctionné. Même si, bon, maintenant, ça c'est en 2016, en 2018, les barrages étaient quand même très pleins et là, cette année, en 2021, c'était très plein, il aurait fallu en faire de nouveau. Après, là, c'est la restauration des berges du ruisseau parce que même s'il y avait une érosion et la perturbation des eaux potables venait surtout des argiles et des limons de la partie haute, il y avait aussi un phénomène d'érosion sur les berges de la rivière. Fait que là, ça a été avec des pierres de restabiliser, reconsolider tout ça. Fait que ça a été laissé tel quel, on n'a pas fait de suivi. Je ne suis pas retourné sur la zone, on n'a pas de photos plus actuelles, mais on ne sait pas dans quel état c'est. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et alors après, avant de pouvoir remettre en place la revégétalisation, c'est un sol très pauvre. Fait que là, sur la photo verticale, je ne sais pas si on voit ma souris sur la présentation, là où il y a les brebis, en fait, c'est la zone où c'est vraiment déposé beaucoup de toutes les laves torrentielles. Fait et là, sur la deuxième photo, c'est la partie haute qui a été érodée aussi. Il y avait un petit peu de lave déposée, mais il y avait vraiment un sol très nu et qui s'érodait très vite. Fait que comme c'est un sol qui a été rapporté, très très pauvre, et bien, il fallait déjà un peu le compacter pour que ça marche et puis le fertiliser. Fait que la manière la plus
écologique, on va dire, c'était de faire dormir les brebis dans des parcs. C'est qu'avec l'aide du berger, il y a des parcs qui ont été faits et il mettait ses brebis quelques jours, quelques nuits. Et qu'on a commencé en 2015 avec une petite partie en bas qui a été fertilisée où on a fait un premier test de revégétalisation. Puis comme ça a très bien marché, en 2016, on a fait un peu plus, on a fait toute la zone. Voilà, fait que là, vous voyez par exemple sur la partie basse, qui est en fait le plus en haut sur la photo, c'est la zone qui a été faite en 2015 où on a fait 2 tests de revégétalisation. Et puis toute la partie la plus haute, qui est sur la partie basse en fait de la photo, ça a été fertilisé en 2016. Fait que Jordi et David ont fait un grand travail aussi de cartographie des parcs, où est-ce qu'ils étaient, le nombre de jours où restaient les animaux, pour qu'il y ait une fertilisation la plus homogène possible. Fait qu'elle restait entre 4 et 6 jours selon la taille de l'enclos et les zones aussi il fallait aussi éviter la perte de poids et de stress des animaux et penser à leur bien-être. Alors après, il y a eu une partie ça a été la formation des rigoles pour contrôler l'érosion. Là, voilà, on voit, c'est après ça c'est en début 2016. Non, fin 2015, début 2016, après le premier test de revégétalisation, fait qu'on voit qu'en fait, l'eau passait un peu où elle voulait sur la partie où on devait stabiliser les sédiments et revégétaliser. Fait que c'est pour ça qu'il y a des rigoles qui ont été faites. C'est plutôt sur la partie haute, là, autour des gros rochers. Et comme ça a été fait qu'en 2015 et pas été maintenu après, ça a été efficace le temps où ça a été fait et maintenu, mais il aurait fallu que ça dure plus longtemps. Voilà, alors là, maintenant, la partie de revégétalisation, ce qui nous intéresse, là, on voit à peu près l'aspect qu'avait la lave torrentielle une fois qu'elle s'est déposée, fait que là, c'est un énorme replat. Il y a toute la partie aussi ici, plus haute, qu'il fallait stabiliser. Fait qu'alors, on a commencé d'abord, ça a été un peu dans l'urgence parce que ça a eu lieu au mois de juillet, au 21 juillet. Fait que le temps qu'on se rende compte qu'on mette un peu tout en place, on était déjà début août. Et après les premières visites de terrain, c'est une zone à 2350 mètres d'altitude. Il y a très peu de végétation à côté, mais il y avait surtout de la Festuca Eschia du Gispé. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de faire avec cette espèce-là qui fait des touffes assez importantes et qui a l'air de bien stabiliser. Fait qu'au début, on s'est dit, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. La mairie allait nous demander de faire ces travaux et combien de temps ça allait prendre pour mener à bout le travail de restauration. Fait qu'on avait dit, on va cibler sur cette espèce, ça fera barrage, ça recréera un sol et d'autres espèces des alentours vont arriver. Et puis après, on peut aussi ensemencer avec d'autres espèces dans le futur. C'est qu'on a commencé en 2015 pour faire un test. On a fait une récolte à la main de fétuques. On est allé sur des pistes de ski en Andorre qui sont très faciles d'accès. On y allait en voiture et on ramassait à la main le plus possible de graines. Fait qu'on arrivait à peu près à un demi-kilo par jour et par personne. Par jour, c'est une grosse matinée, c'est entre 8 h du matin et 14 h avec une petite pause au milieu. Voilà. Et en 2016, on a fait un test avec une machine qui est disponible sur une des stations de ski qui fait une récolte mécanique. Fait qu'on récolte beaucoup plus de graines, mais le matériel est plus impur. Fait qu'après, il y a tout un processus de triage, nettoyage. On a plus de diversité aussi d'espèces selon où on passe. Fait que ça peut être plus intéressant dans certains cas. Voilà, alors en 2015, on a ensemencé 2 petits carrés de 16 mètres carrés, fait qu'il y en avait un sur une zone fertilisée par les moutons, une non fertilisée. On a mis la paille qu'on avait ramassé qu'on avait ramassé aussi en même temps que les graines, mais qu'on avait séparées. La paille, en fait, a un rôle très important
comme l'a dit tout à l'heure Manuel, la végétation, on a vu que ça favorisait en fait l'ensemencement. Et ici, par exemple, ça limite l'amplitude thermique, fait qu'il fait moins froid, moins chaud pour les graines quand elles sont sous la paille ou pour les plantules quand elles ont germiné. Pareil, ça retient l'eau et quand il pleut, c'est humide un peu plus longtemps. Et après, ça fait aussi qu'il fait moins chaud, qu'il y a moins de sécheresse, le sol se dessèche moins. Alors tout ça, en fait, je l'avais appris d'un séminaire qu'il y avait eu sur la restauration de terrains de montagne il y a très longtemps en Andorre. Et c'était des Italiens qui étaient venus de Turin, parce qu'avec les Jeux Olympiques en 2006, ils avaient fait beaucoup d'aménagements, ils avaient fait beaucoup de revégétalisation, fait qu'ils étaient très bons sur la question. Et il nous avait dit, si vous mettez de la paille, ça accélérera. Alors au début, on était un peu perplexe. Et en fait, avec Jordi, puis on a vu que ça avait très bien marché, que c'était très bien fait, qu'après, on a continué à faire avec de la paille. Parce que là, c'est vraiment un sol très, très pauvre. Alors là, en 2015, comme on y est allé à pied parce qu'il y avait 2 petites surfaces à faire. Par contre, en 2016, après, vous verrez, ça a été vraiment très grand et il fallait amener tout le matériel en hélicoptère parce que la zone où on est très, très difficile d'accès. Ça, c'est le suivi de l'évolution et le suivi des 2 parcelles de revégétalisation de 2015, ça c'est en 2016. Fait qu'on voit que la paille est encore et que la germination est très bonne. Le problème, ça a été voilà, les rigoles qui ont été faites en 2015 pour protéger et début 2016, mais si elles n'ont pas été entretenues, si en fait, le personnel de la mairie qui aurait pu aider ou la mairie qui aurait pu détacher des personnes un peu plus souvent, ne l'a pas fait que dès qu'il y avait un orage, une crue, le ruisseau passait et un peu où il voulait, et vous verrez plus tard, il passe au milieu des parcelles. Alors après, pour quantifier tout ça, un peu le suivi, j'avais contacté Brice, c'était la personne qui était avant Manuel au conservatoire et qui s'occupait de l'aspect revégétalisation, et il m'avait conseillé en fait de faire un suivi. Là, voilà, on voit un quadrat, c'est un quadrat de 50 par 50 avec des mailles de 10 par 10, et on compte les plantules, la germination de plantules par carré, fait qu'on marque ça avec des clous ou des sardines dans 3 coins, et on peut le faire chaque année, le suivi. Et que là, on l'avait fait en 2016, une année après la fertilisation. Voilà, on avait fait une journée d'inventaire sur les 2 parcelles. Et pour la germination, c'était assez similaire. Il y avait un petit peu plus de germination, c'est vrai, dans la parcelle fertilisée. Mais au début, c'était assez similaire. C'est la survie après qui a été affectée. Voilà, alors après, là, par exemple, on revoit là les 2 parcelles en 2017. Là, en bas, la parcelle de 2017 de sol non fertilisé, en fait, si fertilisée, on voit qu'elle est beaucoup moins jolie que la première, parce qu'en fait, la rivière était passée plusieurs fois au milieu, il y avait un peu emporté des graines. Le rôle de la paille aussi, c'est ça, c'est que ça limite l'érosion, ça limite le fait que la pluie s'emporte les graines qu'on ait déposées. Et là, il y a la zone de test à blanc, en fait, où on n'a rien fait. On n'a ni mis d'animaux, ni ensemencé. C'est pour voir l'évolution naturelle de ce terrain, voir naturellement comment ça aurait évolué et le temps que ça aurait pris. Voilà, alors ça, c'est le travail qui a dû être fait sur les graines récoltées avec la machine, fait qu'on a eu une très, très grande quantité de graines, ça a été très bien. Mais le travail après de nettoyer les graines, de pouvoir les peser, parce qu'on voulait faire aussi de la recherche dans toute cette partie-là, a été laborieux, fait que c'est très bien de pouvoir faire avec la machine si on ne veut pas faire de recherche derrière et utiliser ce qu'on récolte tel quel. Mais si jamais on veut faire un peu de recherche, travailler avec la machine, c'est laborieux, c'est peut-être mieux de faire à la main. Voilà. Alors après, voilà, ça c'est la partie de 2016, quand on a fait l'ensemencement plus grand.
On avait défini des parcelles, en fait. On a fait des parcelles de 5 mètres sur 5 mètres pour faire de la recherche. Fait qu'on avait 2 densités de graines et 3 densités de paille. Fait qu'il y avait de la paille, il y en avait la moitié et puis rien de paille, en fait. On a fait ça. Et de densité de graines, et on a fait tout ça par chaque jour de récolte, pour voir s'il y avait aussi un effet sur la date de récolte des graines, parce que les graines en 2016 ont été récoltées entre le 10 août et début septembre. Fait qu'il y avait plus de 3 semaines d'écart, fait que voir si la date de récolte avait une influence sur la germination et la survie des plantes. Mais tout ça, en fait, a été mis à mal par le piétinement des bêtes début des chevaux qui sont passés dans le coin, qui vont pâturer là-bas début 2017, fait qu'on n'a pas pu faire un suivi. Voilà, alors ça, là, vous voyez par exemple comment ça a été fait, comment c'était. Fait que là, il y a une première, pardon, là, il y a une première partie, une première zone où il y avait des parcelles, où on voit que certaines, il n'y a pas de paille, d'autres, on voit un petit, si on a l'œil, on arrive à voir qu'il y a moins de paille sur certaines que sur d'autres. Et là, il y avait encore une autre zone, et la troisième était ici. Et après, je vous expliquerai plus tard pourquoi il y avait des franges sur le terrain. Voilà, fait qu'en fait, après les animaux, début 2017, on n'est pas allé assez tôt. La mairie n'était pas très envie non plus de continuer parce qu'ils avaient solutionné le problème en bas un peu de l'approvisionnement noix avec un bassin plus grand. Et du coup, on n'a pas mis en place de mesures de protection pour le piétinement de ces zones-là, fait que la partie recherche qu'on avait envisagée n'a pas pu être possible. Voilà. Voilà, ça c'est la carte qu'a élaborée Jordi et David en fonction des dates de récolte des graines. Voilà. On voit par exemple 23 août et 25 août en bas, 25 août, 18 août certaines, 1er septembre, voilà. On voit où est-ce qu'on avait fait ça de manière assez scientifique pour voir les résultats après, pour améliorer. On allait un peu à tâtons et c'était pour essayer d'améliorer, d'avoir un protocole pour faire ça à plus grande échelle ou à d'autres endroits après si on était amené à le faire. Voilà. Alors après, pour couvrir une plus grande surface, on s'était dit, on va planter 1 mètre et on va laisser 1 mètre de marge. Comme ça, si on arrive à stabiliser 1 mètre, qui va freiner le mètre du dessus, ce mètre aussi planté, les plantes vont germer, vont faire des graines qui vont coloniser le mètre du dessous. C'était faire le double de superficie, par exemple. C'est que esthétiquement, c'est pas très très joli, si on est des puristes, mais quelques années après, c'est estompé et ça ne se voit plus. Et du coup, ça permet de faire plus de surface. Après, l'idée aussi, c'était de faire ça plusieurs années. On a pu le faire qu'en 2016. On s'était dit, en 2016, on fait une partie. 2017, on aurait pu faire les bandes manquantes ou renforcer les bandes et renforcer certains endroits, mais ça n'a pas été fait. Alors là, c'est le suivi de l'ensemencement. Ça, c'est en 2017, voilà, début 2017, début juillet, parce que c'est une zone aussi où la neige doit être présente entre le 1er novembre, on va dire, et le 31 mai à peu près. Ça dépend des années de l'enneigement, mais la neige arrive tôt et repart tard. Fait qu'au début juin, là, ça se découvre et à partir du début juillet, il n'y a plus de neige du tout. Voilà, fait qu'on voit début juillet les plantules qui commencent à germer à travers la paille. Là, par exemple, c'est en septembre et en octobre de la même année. Là, c'était un des endroits où il y avait une des parcelles expérimentales et qu'on voit très bien, on voit encore très bien les bandes de paille qui restent. Alors, la paille, petit à petit, elle part avec le vent, elle part avec l'eau, mais elle a son rôle protecteur. Elle enrichit aussi le sol. La paille se décompose aussi, enrichit le sol. Fait comme le sol a été fertilisé, utiliser de la paille, c'est très bon. Avant, Manuel a dit qu'il utilisait du foin. Si on ne fertilise pas, on peut mettre du foin. Ça apporte un peu plus d'azote. Ici, comme ça avait été fertilisé avec de la paille, ça suffisait.
Et voilà, ça c'est en 2017. Alors, c'est les parties un peu plus pentues. Voilà, on voit qu'il y a dès qu'il a plu, il y a des petites ravines, petites rigoles qui sont formées. Ça a aussi pas mal lessivé le terrain, fait que là où c'est plus plat, ça a très bien marché, très bien fonctionné. On voit encore les bandes, mais dès qu'il y avait un peu de pente, ça a un peu moins marché. Ça a porté les graines et le sol s'est moins formé. Et en 2018, voilà le résultat, fait qu'après 2 saisons de végétation, euh, les plantes sont très belles. Elles ont commencé à produire des graines en 2018, les premières plantes. Fait que ça, c'est surtout grâce aussi à la fertilisation. Ça a permis de bien booster les plantules de Festucas qu'il y a au début. Après, on s'est rendu compte que ça a été pauvre, fait qu'il aurait fallu fertiliser. Cette année, on devait continuer dans le cadre d'un autre projet européen, du projet Mon Climat. On voulait continuer les travaux. On a été pris de court par la neige. On le fera au printemps prochain, au mois de juin prochain, en fait. On va aller ensemencer. On a récolté des graines. On a 5 ou 6 kilos de graines à les planter pour stabiliser d'autres endroits. Et puis là, on va fertiliser. On va essayer de trouver des fertilisants naturels et écologiques, pareil. Et on va devoir là, par contre, on va devoir les amener en hélicoptère ou voir comment on peut faire, si on a le droit de passer avec une moto, parce qu'il y aura des quantités assez importantes. Mais voilà, fait que le fait d'avoir fertilisé avec les moutons, ça a été très bien, ça donne un très bon résultat, mais petit à petit, ça s'épuise, ça se lessive, fait qu'il faudrait faire des apports. Voilà, ça c'est en 2018, la photo d'ensemble. Fait que sur les parties plus basses, là où j'ai ma souris, on voit très bien encore les franges qui restent de paille et de plantes qui ont germé. On voit les bandes vertes. Là, par exemple, il y a une parcelle expérimentale qui n'a pas été touchée par le ruisseau. La seconde était par ici, a été un peu plus lessivée. Et sur les parties un peu plus abruptes, là, on voit que certaines bandes, on les devine, mais après, on voit aussi qu'il y a toujours un petit ruisseau, une rigole qui s'est formée, une ravine avec les pluies et qui passe au milieu et qui lessive un peu tout. Et que ça a été très bien, c'est une bonne expérience, on a appris beaucoup de choses, on a vu que ça marchait très bien, cette restauration avec les brebis pour fertiliser, pour mettre des graines locales. Mais si on avait continué dans le temps, on aurait eu un résultat spectaculaire, je pense. Après, c'est les volontés politiques qui ont décidé. Voilà, fait qu'en conclusion, on peut dire que la germination avec la Festucascia, ça a été vraiment très, très bien. Et ça a permis, entre autres, tous les travaux ont permis en fait de ne plus générer de nouvelles coupures dans l'approvisionnement en eau potable à partir de 2016-2017. En 2018, les micro-barrages qu'on a vus dans les ravines étaient pleins de sédiments, de pierres, fait qu'il aurait fallu penser à en faire des nouveaux, fait que ça se fera peut-être l'année prochaine. Après, ce que je vous ai expliqué, voilà, sur les secteurs les plus pentus, c'est là aussi où il y a une plus faible fertilisation parce que les brebis, même si on faisait un parc, elles n'aiment pas trop être dans les zones pentues, fait qu'elles recherchaient plutôt les zones de replaf, c'est que c'était les zones un peu moins fertilisées. Il y a une plus forte mortalité des semis et un entretien en fait serait nécessaire. Alors là, après, on parle de plus forte mortalité, c'est que ce qu'on a vu pour les quadrats de suivi de l'expérience ont été faites qu'en 2016, comme en 2017, ça avait été piétiné, on ne l'a pas fait, fait que c'est que des estimations, on va dire, à œil. Bon, on est scientifique, on arrive à faire un peu à discerner tout ça, fait qu'on voit quand même là où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Les résultats étaient assez variables, fait qu'on peut quand même dire que c'est dû à la fertilisation. Et en fait, pour terminer, on peut dire que les travaux c'est un terme nouveau, c'est ovino-restauration, ont donné des résultats très satisfaisants qui ont permis en fait à faire à faible coût de faire une restauration environnementale très bonne et aussi très respectueuse de la zone. Et
comme c'est une zone de protection UNESCO, on n'a pas fait de grande infrastructure et tout est biodégradable avec le temps et tout disparaîtra. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous propose d'enchaîner avec la présentation de M. Philippe Coudin et de la station de Super-Bagnères et qu'on ait un temps d'échange et pour faire remonter les questions à la suite de la troisième intervention. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. C'est très bien. Ok, on va voir si ça marche. J'ai pas la bonne... ou j'ai pas le temps de caler ça. Hop. Là. Est-ce qu'il s'améliore? Oui. Le PDF ne veut pas fonctionner. Voyons. Oui. Donc, bonjour à tous à la station de Super-Bagnères dans le domaine skiable au cœur des Pyrénées, en Haute-Garonne. Donc pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille ici. Je le poste de qualité, sécurité, environnement. Avant, j'étais chef des pistes. Donc l'intérêt des pistes et des pistes de ski pour nous, et surtout le sol, c'est de pouvoir garder la neige. Et derrière, donc, nous avons aussi tout un tas de fonctionnements, de changements, de remontées mécaniques et d'aménagement de pistes qui fait que nous sommes amenés à déstructurer les sols. Comme Manuel l'a cité tout à l'heure, et sur les images qu'on voyait, c'est beaucoup d'images de domaines skiables, puisque les domaines skiables impactent fortement les sols de montagne, dans un paysage divers et varié, comme il l'a expliqué, fait de prairies et aussi de zones plus rocailleuses. Donc là, je vais vous parler de quelques petits aménagements qu'on a faits et de résultats qu'on a pu obtenir et aussi des erreurs qu'on a commises et on va commencer par là. Donc là, on est sur le domaine de Super-Bagnères. C'était le secteur tel qu'il était avant. Nous avons ici tout ce cheminement de skieurs qui passaient par ici, avec tout un tas de résurgences d'eau qui circulaient, et nous devions changer cette remontée mécanique qui par là, donc avec un gros terrassement de sol, puisque nous avons commencé un talus qui commençait à cette zone-là et qui est arrivé jusque-là, donc des volumes à garder et à traiter qui étaient conséquents. Donc l'ensemble des travaux, bien sûr, nous sommes passés par une zone de déforestation minime parce que l'impact était faible sur un petit bosquet. Mais l'important pour nous, dès le début, ça a été de conserver la végétale, ce qu'on appelle la fine, qu'on a stockée. Donc avec les bulles, tout d'abord, avec les pelles, les tombereaux pour transporter tout ça. Et toute cette végétale, donc, ça n'est resservi en plus du matériau pour réorganiser des sols qui avaient été marqués lors d'autres terrassements un peu plus haut et pas loin de là. Donc on voit ici tout ce qui était transport, puisqu'il y avait quand même pas mal de moyens à mettre en œuvre pour bouger ces volumes-là. Et les stockages de végétal qu'on a pu utiliser, mais qu'on stockait en amont, donc au-dessus du remblai qui nous a servi, là, dans cet exemple-là, à stabiliser, à rehausser une piste qui était en dévers. Sur l'image en haut à droite, bon, c'est une vue de dessus. L'image qui est en bas à droite, c'est une zone d'érosion où on avait l'arrivée du télésiège dont on parlait. Et là aussi, il a fallu restructurer le sol avec un ancien cheminement de véhicules 4x4, plus les travaux à faire. Donc nous avons récupéré de la végétale parce que sur cette zone d'arête, le sol était très pauvre et on avait besoin vraiment d'avoir du substrat pour pouvoir après revégétaliser. Donc là, on voit un peu l'état d'avancement des chantiers. Alors, c'est des chantiers qu'on suit plus ou moins pendant la période de chantier chez nous, c'est important. On a tendance à pas trop suivre après l'évolution, puisque nous, notre objet principal dans l'ensemble des cahiers des charges, c'est surtout la remontée mécanique quand on l'a fait. Et on a tendance à oublier derrière tout l'aspect des fois environnemental dans le volume du projet, et surtout la partie revégétalisation. Donc, il y a certains projets qui permettent de fonctionner
sur lesquels on va bien pouvoir revégétaliser parce que les sols s'y prêtent, et d'autres projets où après on va laisser, on le verra un peu plus tard, plus enclin à cette problématique. Donc, beaucoup de matière à bouger, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des photos. Sur la photo ici en haut, on a aussi déstructuré les parties hautes en termes de forêt. Donc, forêt qu'on récompense systématiquement. Donc là, je ne l'ai pas mis sur ce contexte-là, mais on a fermé tout le bosquet ici et replanté la zone pour pouvoir compenser ce qu'on avait coupé. Donc là, très important pour nous, et vous l'avez vu tout à l'heure sur le sujet de Manuel au niveau des talus. Là, on avait un gros talus, vous voyez la taille des pelles, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc, on avait une grosse inquiétude sur ce talus quant à sa pente et à la tenue au vu des infiltrations d'eau de celui-ci et à sa revégétalisation. Donc dessus, bien sûr, tout ce qui était récupération de terre végétale, mais aussi, on le voit ici sur la photo en bas à gauche et surtout en haut à droite, toute cette végétale a été rejetée à la pelle sur le talus lui-même pour vraiment avoir une adéquation avec le sol et qu'on ait une bonne reprise dessus. Aménagement du talus aussi pour les résurgences d'eau, vous le voyez en bas à droite, avec des radiers, des toiles de jute pour pouvoir capter ça, pour pas que le sol s'en aille au vu du degré de pente de ce talus. Donc là, on a un peu le résultat à la fin du premier hiver. Donc là, on est en fonte des neiges donc, au mois d'avril. Donc on peut voir que la semence a bien pris sur l'ensemble du talus. Alors ces semences, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? On n'avait pas trop le choix, on avait un fournisseur qui nous fournissait des graines qu'on appelait Pyrénées Nord, Pyrénées Sud, en fonction de l'exposition au soleil. Et ces graines, elles nous ont servi surtout de peigne, entre guillemets, à tout ce qui était aux graines locales et à éviter que la fine s'en aille. Donc on peut voir sur le talus qu'avec la surcharge en eau de la fonte des neiges, on a des morceaux de fine qui ont glissé, donc qui ont érodé le talus. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est produit au vu de la pente qu'il y avait. Aujourd'hui, on a eu, voilà, quelques temps plus tard, c'est des choses qui se sont restructurées. Nous, on a interdit, on le voit sur l'image en haut à droite, les passages des animaux. Donc, première chose, on a canalisé les véhicules 4x4 sur la partie basse. Et sur la partie haute, on a grillagé l'ensemble de ce talus pour deux raisons. Nous sommes dans un système éco-pastoral, donc avec chez nous des vaches et des moutons qui circulent sur cette zone et qui auraient pu éroder ce talus-là. Et derrière, on a replanté pour intégrer au mieux cette grosse structure dans le milieu. Donc plantation, alors malheureusement, comme je vous dis, on ne fait pas trop de suivi après, donc je n'avais pas trouvé de photos, mais aujourd'hui, ça a quand même très bien marché. Voilà ce que ça donne à peu près, ces photos qu'on a 5 ans plus tard, que j'ai réussi à récupérer. Donc la réussite de la mise en herbe de toute cette zone avec le fait de l'avoir protégé des animaux qui fait qu'on a récupéré aussi des graines locales qui sont venues s'implanter là et qui ont bien prise. Voilà, là c'était plutôt à l'automne sur les 3 photos. Celle qui est la plus verte est une photo prise au mois de juin. On a commencé à enlever la partie basse du grillage et qu'on a remplacé pour les parties pastorales, c'est-à-dire du mois de juin au mois d'octobre, par une clôture électrique amovible qui était moins lourde à gérer et qui évitait le poids de la neige sur la partie basse du grillage. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc la stabilisation et l'érosion. Donc là, c'est sur une autre piste qui est la piste de la Forgue, donc des gros travaux. Alors, je ne vous ai pas pris les gros chantiers, mais ce qui est notable sur cette piste-là, ça a été notamment sur la partie ici en bas, ça a été, je vais y revenir dessus, le replacage sur les talus. Alors on n'avait jamais fait ça chez nous. C'est une entreprise locale qui a fait ça sur les conseils conservatoires botaniques.
Et donc, sur cette zone-là, ils ont, lors du décapage, et on l'en voit un peu devant nous, on a repris tout ce qui est le J-Spet et on l'a collé sur les talus. À ce jour, ça a vraiment, vraiment marché. Tout ce qu'on a fait par le passé en talus, on avait beau, avec un hydrocideur, mettre de l'herbe. L'érosion des lèvres, on le verra un peu plus tard, et ça a été vu tout à l'heure, hein, lié en haut des talus, ça n'a jamais marché. Ça a déstructuré les sols et on a mis de l'argent pour rien. Cette technique-là est vraiment très efficace. On peut l'utiliser aussi, mais ça coûte du temps. Donc là, c'est à petite échelle. On pourrait très bien l'utiliser sur la partie plane ici. Mais bon, voilà, ça reviendrait à des coûts qui sont différents. Après, au vu d'un projet, selon son amplitude, ça peut ne pas représenter beaucoup. Je reviens un peu en arrière, s'il veut. Voilà. Donc ça, c'est une technique pour éviter qu'on érode au niveau des talus. Autre technique, très rapidement, dans l'exécution d'un chantier, c'est, comme on le voit sur la photo en haut à droite, de cheniller le sol de manière à laisser des traces. Alors, on peut le faire avec le bulle si ces chenilles le permettent, voire avec une dameuse sur des sols un peu plus fins ou anciens. Et ça permet d'accrocher dans des pentes assez raides, puisque cette photo en haut à droite est l'équivalent de celle en haut à gauche. Vous voyez un peu la pente. Ça va permettre d'accrocher les graines, d'éviter un peu d'érosion et de mieux permettre l'ensemencement et la prise des racinaires sur le sol. Ça permet aussi de garder, au vu d'un sol nu, un peu d'humidité dans chaque petite rainure. Et donc, ça va aider derrière au développement des graminées. Ça, on va passer. Hop. Voilà, donc ça, c'est un peu le résultat qu'on a eu après. Donc, on est 3 ans plus tard. Donc, 3 ans plus tard, ce qu'on voit, c'est que malgré la pente, qui était quand même assez raide, malgré le peu, on le voit ici en haut à gauche, de cunettes qu'on appelle, donc de radier pour éviter l'érosion et que l'eau ne prenne trop de rapidité et donc capter les eaux. Sur un sol qui était assez caillouteux, on a eu un résultat, on le voit un peu plus de près, qui était plus que correct au vu de l'exposition et au vu des graines utilisées. Je pense personnellement que si on avait pu et si on avait été dans une dynamique qu'on pourrait retrouver aujourd'hui d'utilisation de graines locales, ça aurait mieux marché, ça serait mieux intégré. Ceci dit, cette végétalisation, elle a permis non seulement d'éviter l'érosion du sol, et deuxièmement, cet effet peigne, entre guillemets, qu'on va appeler, de capter toutes les graines des fleurs locales qui sont de part et d'autre et au-dessus de la zone traitée. Donc ça, c'est la zone traitée. Ça, c'est une zone traitée il y a bien 15 ans en arrière. Et après, on voit bien sur le côté le rhododendron, le J-Spet et autres qui correspondent aux zones non utilisées. Alors, des contre-exemples. Alors, en domaine skiable, ça a été évoqué déjà par les intervenants précédents. La gestion des sols, quand on ne fait pas une remontée mécanique, elle est souvent, et notamment de la revégétalisation, elle est mise souvent de côté. Ce qui se passe, c'est que dans nos CCTP, bien souvent, on va avoir la revégétalisation à faire, bien sûr, mais souvent il y a une deuxième couche qui permettrait d'aider la première phase à se renforcer. Et souvent, on l'oublie, on ne la fait pas. Ou alors, pour des conditions de calendrier, comme ça a été évoqué, nos terrassements sont faits trop tardivement en saison. Au lieu de faire un premier ensemencement au mois de septembre, au plus tard octobre, parce qu'il commence à faire tard, on va faire un ensemencement au printemps. Et là, selon la pente, selon le type de sol, ce sol va s'éroder, va glisser avec soit un orage un peu printanier, la fonte des neiges, et on va perdre la fine. Dans le cas présent qui est sous vos yeux, l'ensemencement s'est fait 1 an plus tard, ce qui fait que tous les orages d'été ont fait partir les fines, et donc du coup, ça a été très compliqué. Dans ce cas précis, vous voyez sur la photo en bas à gauche avec la pelle araignée, on avait la volonté de faire justement, de récupérer le sol
de surface et de faire du replaquage. Ceci dit, le projet s'étant mal goupillé parce que c'est quelque chose qui s'est fait en interne sans les compétences nécessaires. In fine, cette terre végétale qui avait été mise de côté, elle a fini dans le terrassement, noyée au milieu de la partie droite et non pas en surface comme ça aurait dû être le cas, ce qui aurait permis une meilleure accroche des choses. Donc, hop, voilà la fin du chantier. Alors pardon, je reviens en arrière pour vous donner une idée de la pente. J'ai essayé de trouver des photos qui correspondent. C'est assez raide. Il n'y avait aucune cunette ou du moins radiée pour capter les eaux de surface. Donc l'impact derrière que j'évoquais du glissement des terres a fait que voilà, 2 ans plus tard, on arrive à ça. On arrive à ça, c'est quoi? Toute la partie haute ici, on a un peu de végétalisation qui s'est faite sur le côté et essentiellement du caillou mélangé. Les fines se sont déposées sur la partie basse, on voit bien que là ça a marché. Et là, à nouveau, une accélération de la pente et de suite on retrouve qu'on est sur le sol. Nous, notre problématique en gestion de domaine skiable, c'est que si on a du caillou comme ici, derrière, quand on a des faibles manteaux neigeux ou qu'on arrive en fin de saison, les cailloux ressortent dans le manteau neigeux et donc là à ce moment-là nous c'est pas intéressant, même quand on a peu de neige en début de saison, c'est compliqué, on peut pas ouvrir une piste sur ce type de sol là avec peu de neige, alors que si on avait un sol plus herbeux, moins minéral, ça nous permet avec peu de ressources de pouvoir exploiter la zone définie, c'est-à-dire notre piste de ski. Donc voilà, ce que je vous exposais, c'est la partie haute que je vous faisais voir. Voilà ce qui s'est passé 3 ans après. Donc on a des digitaliques qui sont venus s'implanter. C'est que du local qui est venu là, puisque nous, on ne l'a pas traité assez tôt. Et vous voyez bien que la partie basse, qui a été où toute la fine a glissé avec les orages successifs, s'est déposée et elle a à peu près bien pris. Voilà. Donc nous, ça c'est le contre-exemple de truc loupé qui est raté chez nous. Le sol s'est appauvri et ça va mettre beaucoup de temps. Ce type de plante-là, type digitalique, pour nous, n'est pas intéressant en termes de sol pour accueillir les premières neiges. Nous, on a besoin d'un sol plus épais, type Gispette, qui donne un bon coussin et un amorti à tout ça. Un autre exemple d'une piste quand même qui était, bon, c'est un dossier de 2006 qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause du coq de Brière, du Grand Tétras, dont la piste record, que vous avez sur la photo de gauche, donc 1 km de long, 400 mètres de dénivelé, et elle a été reprise de haut en bas, complètement. Donc vous le voyez sur la photo ici en bas. Le résultat, il est plus que correct. Pourquoi? Alors ne regardez pas la partie basse, je vais y venir après. Toute la partie haute, vous voyez ici, on avait un joli sol. On a réensemencé dans les temps et les délais. On a eu la deuxième couche qui est venue renforcer la première. Ça a très bien pris, ça a très bien marché. La partie haute, on ne la voit pas trop bien ici en haut. On manquait de matériaux. On a été prendre du matériau ailleurs dans la station et on l'a remis. Sauf que ce matériau était pauvre, très schisteux, compact et avec un peu plus de pente, et on a eu un peu plus de mal. Ça commence maintenant, on va dire presque 15 ans plus tard, à avoir un sol qui tient la route, vraiment. Sur la partie droite, donc vous voyez l'aménagement complet. Alors je vous ai fait faire, j'ai fait une saisie sur Google Earth. Vous voyez tous les radiers qui ont été mis en place au vu de la pente. Si ces radiers n'avaient pas été mis en place, nous n'aurions jamais obtenu le résultat que nous avons aujourd'hui. Ils ont été primordiaux quant à ce résultat. Donc l'écoulement de l'eau, très important pour nous, pour gérer toute cette érosion. On voit, et les petits poquets que vous voyez au milieu, en fait, c'est carrément la forêt qui est en train de se réinstaller, et donc on va devoir intervenir dessus pour pouvoir continuer à exploiter complètement la piste. Je reviens sur la photo ici en bas. On a parlé tout à l'heure de tous les acteurs parallèles donc à nos domaines skiables pour nous. Donc là, c'était l'Office national des forêts. Donc ils ont fait un débardage.
Et ce débardage, puisqu'il n'y a pas eu de discussion entre nous, le forestier, lui, il est arrivé, il a fait son travail, on ne peut pas lui en vouloir, sauf que derrière, la remise en état des sols, vous voyez, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un travail qui a été de longue haleine, mais qui a été saccagé. On voit bien la différence entre le haut et le bas. Donc, très important, effectivement, que ce soit avec les acteurs, les partenaires, que ce soit l'Office national des forêts ou les éleveurs, de travailler et d'échanger sur les dossiers en cours quant aux revégétalisations. Donc, une autre façon aussi qu'on a utilisée pour essayer de gagner en type en érosion et en végétalisation de nos sols, puisque le caillou, c'est un peu notre ennemi pour nous. Ça a été du concassage. Alors ça a été fait 1 an après la pause d'un chantier de neige-culture, d'enneigeur. On voit bien ici, tel que le terrain était avant, suite à des terrassements, qui avaient été ensemencés très rapidement. Là, on voit le passage concasseur. Malheureusement, sur ce cas-là, nous ne sommes pas intervenus de suite pour des problématiques d'enneigement. On est revenu au printemps d'après. Ça n'a pas amélioré notre sol. À ce jour, alors je n'ai pas la photo parce que malheureusement, je n'ai pas pu y monter, il y a la neige, on ne l'aurait pas vu. On se retrouve à peu près comme sur la partie de droite. Donc voilà, ça fait partie des petits deltas qu'on peut vivre pour des problèmes de calendrier, des problèmes de météo, qui font que si on avait ensemencé rapidement là-dessus, je pense que le résultat aurait été bien meilleur. Voilà. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure par nos amis andorrans. On a essayé de faire à la brosseuse, à la machine, une petite parcelle pour travailler avec des herbes locales. Donc, vous voyez, alors, toute cette partie-là a été terrassée par le passé. Elle est très bien revenue. Vous voyez la différence. Il n'y en a quasiment pas avec l'espace local, là où on a les vaches. Et cette partie-ci, on l'a gardée pour passer à la brosseuse. Malheureusement, voilà, si on part sur ce type de produit-là et qu'on veut le faire en interne ou sur les volumes qui nous sont octroyés dans le domaine skiable, il faut plus de place que ça. Sur ce volume-là, je crois qu'on avait dû récolter même pas 7 ou 10 kilos de graines, pas grand-chose, pas suffisamment pour pouvoir aller remettre ça et faire un essai sur une zone particulière. D'où l'importance de pouvoir multiplier les acteurs qui cultiveraient des graines locales ou avoir des surfaces dédiées, puisque là, on l'a travaillé avec le groupement pastoral. Et le groupement pastoral nous a dit, vous pouvez prendre ça. Ouais, voilà, d'accord. Mais on n'avait pas suffisamment de parties planes ni de substrat pour pouvoir faire notre semence avec la graine naturelle. Dans le côté environnemental, ce qu'il faut savoir pour nous, c'est qu'effectivement, les sols, c'est important pour la neige, mais c'est aussi qu'on a une partie estivale qui est importante et on a un impact de nos travaux qui se voit. Les gens, quand ils viennent voir un milieu naturel, pas mal de citadins qui arrivent là, qui font peu d'efforts. Nous avons une télécabine qui vient de la ville de Luchon, qui arrive directement à Super-Bagnères à 1800 mètres. Donc on est dans du contemplatif. Et le contemplatif, il faut que ce soit aussi beau, doit être aussi beau parce que c'est aussi notre patrimoine. Notre patrimoine, pourquoi? Parce que notre zone chez nous, on est en Natura 2000, en zone de protection spéciale oiseaux, en site classé pour une estive en particulier, l'estive Téchous, en Zignef, en Zico. Voilà, il y a un vrai intérêt. Donc quelque chose qu'il faut faire savoir, mais aussi qu'il faut entretenir. C'est un patrimoine qui ne nous appartient pas. Pourtant, on le charcute, je dirais le terme, je crois que ça serait plus juste d'utiliser celui-là, on le charcute pour le plaisir des skieurs l'hiver, mais tout ça, l'hiver, ça ne se voit pas. Par contre, l'été, ça saute au grand jour, notamment quand on est dans des zones minérales, comme celle du Céciré chez nous, où vous pouvez le voir sur les photos, voilà, on a tous les terrassements de pistes qui se voient ici. Là, c'est une promenade classique. Vous voyez, quand je vous disais qu'on avait utilisé du matériau pour la piste record et que ça avait moins bien marché, c'était là. Voilà, on a complètement… la crête, elle allait jusqu'ici. On a décapé tout ça pour l'amener et le transporter ailleurs. Et vous voyez bien sur la photo que c'était assez rocheux. Donc, ça nous a pas permis grand-chose. Mais on a dénaturé le site. Ici, on le voit très bien, des terrassements successifs à cet endroit. Et on voit bien à côté la nature, le temps qu'elle a mis à prendre ses droits et à
et à nous donner un paysage qui est magnifique. Et nous, on intervient là-dessus et on remet la nature à nu. Et si on se loupe au moment où on fait les mises en soncement, qu'on les décale, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc des exemples. Celui-ci date de 1998. Il y avait une piste, un chemin qui passait ici en haut à l'époque. Et puis on a voulu faire cette piste-là. À l'époque, on ne se souciait pas grand-chose, surtout du cheminement des skieurs, pas forcément dans l'environnement. Et à ce jour, les lèvres dont on parlait tout à l'heure, cette érosion qui va se faire par le haut, qui va se gratter tout doucement, ça tombe. Et là, moi je l'ai connu, c'était à ce niveau-là, à peu près. On peut dire qu'en une vingtaine d'années, on est remonté jusque-là et ça va continuer. Donc là, c'est un pan complet de montagne qu'on va mettre à nu de par l'intervention qu'on a eue. Idem ici. La théorie à l'époque, c'était qu'il fallait avoir de l'herbe sur la piste de ski. Donc, on ne traitait pas les talus. Donc, les talus, ils sont restés comme ça, ils se sont érodés et c'est fini. Pour rattraper ça, aujourd'hui, c'est des coups qu'on ne peut pas mettre immédiatement dessus. Et voilà, je vais vous donner quelques exemples de photos sur le domaine où vous voyez par exemple en bas à droite le cheminement où essentiellement les talus n'ont pas été traités et aujourd'hui on en subit les conséquences. Et pour rattraper tout ça à l'échelle de la station, c'est des coûts qui vont être assez lourds. Voilà. Donc voilà ce que les gens veulent voir. Là, il n'y a pas de station de ski, si ce n'est un site, un captage hydraulique. Voilà ce qu'ils veulent voir l'été. Voilà ce qu'ils voient l'hiver. Et nous, notre rôle, qui est très important à ce jour, c'est de bien prendre en compte tout cet aspect environnemental et esthétique de nos montagnes, parce que c'est chez nous. Et ça fait partie aussi de notre gagne-pain que de pouvoir vendre quelque chose qui est le moins dénaturé possible. Or, on a trop charcuté nos montagnes. Il y a vraiment une prise de conscience dans la profession de vouloir évoluer là-dessus. Maintenant, corriger les erreurs du passé et prendre en compte beaucoup plus l'environnement dans nos domaines, c'est quelque chose qui est en cours, mais qui va être long. Peut-être un peu moins long que la nature mettra à repenser droit sur les sols que nous avons dénaturés. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Philippe pour cette riche présentation. Du coup, je vous propose j'ai noté quelques questions. Je vous propose de faire remonter ces questions. Donc, je vais essayer de les reformuler pour qu'elles puissent être traduites aussi. Et s'il y a d'autres participants qui veulent faire remonter des questions, eh bien, bienvenue pour vous exprimer à travers du chat en vous adressant à tout le monde. Alors, je n'ai pas noté qui c'est qui posait la question, mais par rapport à la tenue du foin sur des pentes élevées, alors voilà, quelqu'un posait la question, comment faire pour que le foin tienne sur des pentes élevées? Benjamin, est-ce que tu veux répondre? Ensuite, il y a Jordi, je pense, qui a fait une contribution aussi. Ouais. Alors en Andorre, nous, quand on a ensemencé, on a fait à la main l'ensemencement et le foin, et on l'a fait chaque fois, ça a été fin octobre. Fait que c'était juste avant la neige. Fait qu'il faut bien, si on peut le faire à cette date-là, en fait, s'il y a une neige derrière, le foin va rester en fait avec la neige et l'eau, ça va faire une espèce de colle, une masse, ça va pas bouger. Si jamais on faisait ça début octobre ou fin septembre, avec un coup de vent, s'il n'y a pas d'eau, avec un coup de vent, ça partirait. Mais là, il faut le faire juste avant la neige. Fait que c'est pour ça que cette année, on n'a pas réussi à le faire aussi. C'est aléatoire. Il faut être très, très réactif. Mais si c'est mouillé, en fait, la paille colle en fait avec le sol et avec les graines et il n'y a pas de problème, ça part pas. Alors, peut-être juste pour compléter, nous, ce qu'on a essayé cette année, c'est tout à fait ça. Et comme on ne maîtrise pas les dates d'enneigement, ce qu'on a essayé de faire cette année, je ne
je vais essayer de vous le montrer. On a essayé de lester, je ne sais pas si vous voyez l'écran, de lester le foin avec un filet, c'est-à-dire du coup de le protéger le temps que la neige arrive. On sait que la neige allait arriver, mais comme on ne sait pas quand. Donc là, c'est sur un col qui est très, très exposé au vent. Donc, c'est plus le vent que la pente qui nous posait souci. Et on a lesté le foin et en fait, le filet, il n'est pas biodégradable. Et donc, on le retire au printemps. Et une fois que le foin, il a épousé les micro-reliefs du sol, voilà, comme vient de dire Benjamin, il n'y a plus de soucis qui s'en aillent ou qui ruissellent. Alors, voilà, je n'ai pas encore le retour d'expérience de plusieurs saisons, mais à mon avis, c'est une des solutions envisageables. Ensuite, il y avait une question de Stéphano Fraton sur à Philippe Coudin. Est-ce que vous pouvez citer quels sont les terrassiers qui sont intervenus? Parce que je pense qu'il y a une vraie question sur la compétence et sur… Alors, sur tout ce qui est sur la piste Laforgue, sur la compétence, le terrassier, c'était Jean-Philippe Pellieux, qui est de la vallée du Lauron, à côté, qui a l'habitude de faire du plaquage-replaquage. Sur la piste de record, là, alors c'était tout nouveau pour eux, c'est GTS, Grands Travaux de Marseille, qui avait eu le marché. Ceci dit, comme ils n'avaient pas forcément la technique travaux en montagne, etc., on a détaché, on a mis à disposition du personnel de la station, nos conducteurs de dameuses, et donc on les a même aidés avec des dameuses à faire toutes les parties hautes, hein, parce que ça a permis de cranter un peu le sol. Donc voilà, on était intervenu là-dessus. Et parce que c'est important, tout ce qui est l'hydrocidage, donc c'est nos amis de la station voisine de Peyragudes, avec Serge Fourant, qui a participé à beaucoup de projets là-dessus, qui sont intervenus sur toute la partie Laforgue et sur la partie de la piste record, la grande piste que vous avez vue. C'était Satar, je crois, un prestataire plutôt commun, mais pas spécialisé dans les travaux de montagne, qui était intervenu. Ceci dit, les résultats, je pense que les cunettes sur la record, les radiers, ont beaucoup aidé à la reprise de sol et la période à laquelle on a ressemé. J'espère avoir répondu à la question. Ok. Est-ce que… Il y a une question de Jean-Paul Patac. Je me permets de signaler que nous disposons de graines indigènes issues d'altitude cultivées sur nos exploitations. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde présent dans ce séminaire est au courant, mais il y a une filière de semences locales, donc d'espèces indigènes et dont l'origine sont les milieux naturels des Pyrénées, qui s'est structurée depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec la marque Pyrégraine de Néou, et aujourd'hui qui est relayée par la marque Végétale Locale. Et voilà, le groupement Indigraines, dont Monsieur Jean-Paul Patac fait partie, sont producteurs, multiplicateurs de ces semences. Et donc, voilà, il est ici présent avec nous. Il y a Monsieur Fabrice Frébourg qui nous dit: avez-vous eu à traiter des questions d'espèces exotiques envahissantes avant ou après travaux? Benjamin ou Philippe, est-ce que… Nous, on n'a pas eu du tout ce problème-là. En fait, on était très, très hautes altitudes, très difficile d'accès, fait qu'on n'a pas eu d'espèces exotiques. On a eu quelques espèces des à côté, mais pas d'espèces exotiques. On n'a pas eu cette problématique-là. Peut-être. Non, chez nous non plus. La seule chose qui intervient, c'est que
on va se retrouver avec des chardons sur qui sont plus en périphérie. Dès qu'on va remanier le sol, c'est une plante qui, pour nous, au niveau des pistes de ski, ne nous intéresse pas beaucoup, notamment en début de saison. Mais à part ça, non, pas de choses particulières, si ce n'est qu'on a fait des tests avec du trèfle. On avait fait des bandes de trèfle à un moment donné pour essayer d'azoter les sols, pour voir ce que ça pouvait donner sur des sols pauvres. Bon, malheureusement, on n'a pas effectué vraiment de suivi derrière, si ce n'est qu'à ce jour, voilà, à cet endroit-là, on a retrouvé un sol normal au même titre que les à côté. Très bien. Alors moi, à ma connaissance, pas réellement de problématiques identifiées. Par contre, dans plusieurs cas de figure, notamment à moyenne altitude, on mentionne le fait de bien entendu limiter les transports de terre et de faire attention dans ces cheminements d'engins. Un exemple récemment qu'on a observé très récemment, donc sur la station de Gourette du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, on a du Budleia et un pied de Renault du Japon qui sont apparus à 1700 mètres. Et les deux se maintiennent et il n'y a pas de dynamique d'expansion ou de colonisation particulière. Du coup, pas de problématique très spécifique, mais en tout cas une vigilance sur cette question quand même. En Andorre, si je peux me permettre, c'est pas là où on a travaillé, c'est d'autres endroits, c'est visuel, je l'ai vu. C'est du Sénesson du Cap qui est arrivé en fait, avec des travaux de terrassement, des terres qui ont été des fois prises plus bas. Ou pareil, le Sénesson, ça fait des bandes de graines, fait que ça laisse beaucoup de graines. On les voit pas, s'il n'y a pas la plante, on ne pense pas qu'il y en a, mais il peut y en avoir. La terre est contaminée en fait, et quand on rapporte des terres sur les pistes de ski, et jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ici, ils poussent bien, fait qu'il y a par endroit, il y a des fois du sénesson qui sort quand ils ont pris de la terre en bas dans la vallée pour la remonter. Quand ils ont fait des gros travaux d'aménagement de pistes. C'est ponctuel, c'est rare, mais ça arrive. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la présentation de M. Coudin quand il mentionne le déplaquage-replaquage. Ce qui peut être intéressant aussi, un peu à l'image de ce qui a été fait en Andorre, il peut être utilisé soit donc pas de façon continue, soit en quinconce, soit en frange, soit dans les ruptures de pente des talus. Donc quand on manque de plaques végétales ou que en fait le projet ne s'équilibre pas en termes de surface, c'est possible d'utiliser ces plaques de façon disjointe pour économiser en surface et enrayer en fait le processus de prise de vitesse de l'eau de ruissellement et donc de profiter en gros des bons côtés du déplaquage-replaquage à un coût un peu plus limité. Voilà. Bon, eh bien, il est 17h02. Nous avons assez bien tenu les temps, aussi incroyable que ça puisse paraître. Je vous remercie beaucoup pour vos très riches interventions. Donc, je vous rappelle que le contenu de ce webinaire a été enregistré en français et en espagnol. Il sera disponible en ligne assez rapidement. Et je vais partager avec la liste des participants inscrits les supports de présentation des 3 interventions. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et participation. À bientôt, à une prochaine. Merci, au revoir. Au revoir, merci d'être venu. Merci, au revoir. Merci également, au revoir.